Bonjour mesdames et bonjour à monsieur qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici à notre rendez-vous du journal en français. Nous sommes le 9 décembre 2019. Voici les titres avant de commencer le journal. Le Burundi est stable, tout va bien, sauf son voisin le Rwanda qui perturbe sa sécurité. Pierre Nkurunziza s'est plaint à la clôture de la session de la conférence internationale sur la région de Galac. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est à regret au CAVIB que la Cour de l'EAC ne s'est pas exprimée sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Vous aurez des explications de Maître Dieudonné Bachira Chizé dans son journal. Au cœur de la société d'aujourd'hui, vous allez suivre l'importance des taxes payées par la population burundaise. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rebonjour. La première chambre de la Cour de la communauté est-africaine a rendu ses conclusions sur la plainte portée sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. La chambre est restée muette sur le sujet. Le constat est de Maître Dieudonné Bachira Chizé, président du collectif des avocats des victimes des droits internationaux commis au Burundi, le CAVIB. Maître Dieudonné Bachira Chizé regrette que la même chambre revienne sur sa position de départ. Suivez Maître Dieudonné Bachira Chizé. La décision qui a été rendue maintenant était censée être la décision qui devrait trancher le dossier au fond. Curieusement, mais maintenant, la Cour, au premier degré, a encore refusé d'analyser le fond de l'affaire. Donc la Cour n'a pas validé le troisième mandat. La Cour s'est refusée d'analyser le fond du dossier. Parce que, en aucune façon, on ne peut dire voilà, que les menaces de mort dirigées contre les juges ne sont pas des pratiques outrageantes, comme la Cour semble le dire dans son arrêt. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un problème de soumission d'un organe par rapport à un autre organe qui est supérieur à lui, donc, qui lui est supérieur, il y a et qui lui donne des ordres, des injonctions. Il y a le principe de la souveraineté qui, dans la négociation de tous les traités, les pays essaient de se protéger. Et pour le cas d'espèce, certainement que la Cour a hésité de foncer, d'analyser ce que cet État souverain, aussi souverain soit-il, a pu faire, parce que l'État, aussi souverain soit-il, est obligé de respecter les engagements internationaux contenus dans les traités dûment ratifiés. En l'occurrence, le traité établissant la communauté est-africaine maintenant. Donc, la Cour n'a pas pu aborder la question que lui avait soumise la Chambre d'appel. Est-ce qu'on peut parler d'absence d'indépendance de cette Cour, de cette Chambre? On ne peut pas ne pas se poser des questions. D'autant plus que la question du troisième mandat est une question cruciale et le jugement pouvait faire un précédent, pourrait être une jurisprudence gênante pour plus d'un. Donc, pour des juges qui ont été nommés par les mêmes chefs d'État qui n'ont pas pu se mettre d'accord pour régler la crise burundaise. Donc on se pose beaucoup de questions, mais ils ont déjà rendu d'autres jugements qui étaient irréprochables. Mais pour ce cas, peut-être le sujet était très sensible et ils ont essayé de marcher sur les œufs, mais au bout du compte, ils n'ont pas pu se conformer aux recommandations qui étaient émises par la Chambre qui lui était supérieure. Voilà, c'était Maître Dieudonné Bachira Chizé, président du CAVIB. Dans la clôture de la 10e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ce samedi, les principaux points à l'ordre du jour de cette session, 3 points étaient essentiels. Le Forum parlementaire de la CIGL a demandé au président des pays membres de la CIGL d'aider dans la résolution du conflit du Burundi et du Rwanda, et avec les mouvements rebelles qui sont à l'est de la RDC. Suivez Isidore Mvaba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville. Après examen et délibération des points inscrits à l'ordre du jour
de sa 10e session ordinaire tenue du 4 au 7 décembre 2019 à Bujumbura, en République du Burundi, suggère au sommet des chefs d'État de la CRGL de se réunir pour une solution pacifique aux différends qui opposent la République du Burundi et la République du Rwanda, note avec préoccupation l'insécurité croissante dans la partie est de la RDC qui menace la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et invite les pays membres de la CRGL de mener des actions collectives en vue d'assurer la gestion et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. Encourage les gouvernements des États membres de la CRGL à prendre les mesures nécessaires pour contrôler la propagation de l'épidémie de virus Ebola et salue le leadership de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice du sommet de la CRGL, pour son engagement dans la lutte contre le virus Ebola dans la région. Et le président burundais a profité de l'occasion pour accuser le Rwanda d'être à la tête de l'insécurité de son pays. Pierre Nkurunziza a demandé les membres de la conférence de le soutenir dans la condamnation de ces actes. On le suit. Au chapitre de la sécurité au niveau national, la situation sécuritaire est stable et sous contrôle malgré les agressions armées et multiformes du Rwanda. Le Burundi a été répétitivement victime d'agressions armées depuis 2015, des agressions provenant principalement du Rwanda et de la RDC, sponsorisées, formées et équipées militairement par le Rwanda, qui a malheureusement perturbé la sécurité de certains pays de la sous-région dans le passé le plus récent. De toutes les agressions subies, la plus récente et la plus lourde de conséquences a été perpétrée dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 à Mabayi, sur la frontière à Chibitoke avec le Rwanda. Nous saisissons cette opportunité pour condamner avec une foi et avec la plus grande fermeté cette attaque opérée en toute violation du droit international avec une lâcheté indescriptible, et nous en attendons une condamnation unanime au terme des présentes assises. Le Burundi a porté plainte à maintes reprises contre son agresseur au niveau des organisations régionales comme la CIGL, la communauté est-africaine, les organisations continentales comme l'Union africaine, ainsi qu'au niveau international. Malgré l'attaque du 17 novembre 2019, malgré une série d'actes de guerre causés par le Rwanda, le Burundi reste jusqu'à aujourd'hui imperturbable et se réjouit dans l'ensemble du pas franchi pour ce qui est de la mise en œuvre du pacte si haut évoqué et n'entendra pas reculer. Nous poursuivons notre journal. Environ 2000 réfugiés burundais en Tanzanie volontaires pourront être rapatriés dans les pays par semaine. C'est l'une des décisions prises dans une réunion qui s'est tenue à Dar es Salaam en date du 27 jusqu'au 29 novembre 2019. Gogo Hap-Portier, représentante d'IHCR au Burundi, l'a annoncé dans une conférence de presse à Bujumbura. Selon Gogo, l'OHCL a pour mission d'assurer la protection des réfugiés. C'est dans ce cadre que chaque enfant qui naît en Tanzanie aura un acte de naissance de son pays. Pour ce qui concerne le rapatriement, nous allons poursuivre le processus de rapatriement volontaire pour tous les réfugiés burundais dont l'intention de retour et le caractère volontaire de leur décision ont été vérifiés. Nous allons également maintenir notre capacité dans le pays de transporter de la Tanzanie 2000 rapatriés volontaires par semaine, c'est-à-dire 1000 personnes par convoi à raison de 2 convois par semaine.
je voudrais attirer votre attention que ce chiffre est un chiffre indicatif. Nous avons également parlé du côté protection. Vous savez, le HCR est une agence de protection. Et donc, pour nous, c'est important que les réfugiés burundais qui se trouvent en Tanzanie aient accès, par exemple, à leur documentation. Quand je parle de documentation, lorsqu'un enfant naît en Tanzanie, il faudrait nécessairement que cet enfant ait un acte de naissance. Lorsqu'il y a des mariages au niveau de la Tanzanie, il faudrait que le couple ait donc droit à un certificat de mariage. Donc pour nous, la documentation fait partie des activités de protection que nous menons. Et pour Gogo Ahak-Portier, le premier devoir des HCL est d'offrir les rapatriés, les réfugiés dans les pays. Les réfugiés burundais ne peuvent pas demander de rentrer chez eux s'ils ont peur. Encore une fois, on l'écoute. Vous vous demandez pourquoi il y a des réfugiés, pourquoi ils n'ont pas peur de rentrer. D'abord, je voudrais dire que même pour le HCR, les solutions durables, la première solution durable du HCR, c'est le rapatriement, n'est-ce pas? Nous avons d'autres solutions durables, mais pour nous, la solution durable, c'est que les gens rentrent chez eux. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a eu 79 000 réfugiés qui sont rentrés. J'imagine que s'ils avaient peur, ils ne seraient pas rentrés, n'est-ce pas? Alors, s'il y a peur, je pense que la question devrait être posée aux réfugiés, pas au HCR. Nous avons notre rôle à jouer. Nous facilitons le rapatriement, n'est-ce pas? Investir dans les enfants, c'est la vision du plan de développement du Burundi. C'est ce qu'a indiqué le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, Mohamed Fall, après son entrevue avec le deuxième vice-président Joseph Boutoulé jeudi dernier. Mohamed Fall précise qu'au cours de son audience avec le deuxième vice-président, il a insisté sur la malnutrition chronique des enfants. Suivez. Particulièrement pour la réunion de ce matin, on a beaucoup insisté sur la malnutrition et surtout la malnutrition chronique. Et comme vous le savez, ce n'est pas un mal qu'on voit tout le temps, mais c'est un mal qui a des conséquences sérieuses parce que ça impacte sur l'aptitude des enfants à apprendre proprement à l'école. Et même quand on devient adulte, ça peut impacter sur la possibilité d'être productif. Et donc nous pensons que, compte tenu de l'engagement du gouvernement du Burundi à investir sur le développement du capital humain, son Excellence le vice-président est très conscient, il m'a réaffirmé que la vision du plan de développement, c'est de faire du Burundi de demain un pays plus avancé, plus développé. Et dans ce cadre-là, investir aujourd'hui sur les enfants d'aujourd'hui, c'est miser sur cet avenir-là. Les pays africains ont une lourde responsabilité de mener des réformes importantes visant à stabiliser les États africains. Le résultat de la stabilité sera le retour des Africains qui ont migré vers d'autres continents. Le président congolais Félix Tshisekedi cite nommément le fléau à combattre la corruption dans le but de consolider l'économie africaine. Il s'est exprimé lors du festival qui a débuté ce 8 décembre à Kigali, la capitale rwandaise. Il y a un forum qui vise à préconiser l'avenir de l'Afrique dans 60 ans. Suivez Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais. Donc c'est à nous qui sommes sur place au pays de créer les conditions attrayantes et surtout rassurantes pour que ces Congolais qui aiment toujours leur pays et qui y sont toujours attachés puissent, je veux dire, arrêter ce qu'ils font à l'étranger et retrouver la même activité au Congo. Mais pour cela, évidemment, nous avons besoin d'améliorer les conditions de vie des Congolais et davantage promouvoir j'allais dire les lois et toutes les réformes nécessaires qui puissent rendre notre pays suffisamment compétitif et attrayant et ainsi attirer nos compatriotes qui vivent aujourd'hui au sein de la diaspora. Donc nous devons
tout mettre en œuvre pour lutter contre la corruption, d'une part. Ensuite, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre entre États africains, mais il y a des conflits à l'intérieur des États africains, et des conflits bien souvent tribaux, et qui sont très souvent encore liés à la pauvreté. Luttons contre la pauvreté, favorisons ou investissons dans l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse. L'Afrique vaincra, j'en suis convaincu. Avant de clore ce journal, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et diffusé en synergie des médias par la RPA Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle de l'importance des impôts et taxes payés par les contribuables. À la présentation, Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Saviez-vous que vous payez parfois les impôts et les taxes d'une manière tout à fait indirecte, qu'ils soient directs ou indirects? À quoi sert ce prélèvement obligatoire périodique au Burundi? Voilà le sujet du mini-magazine au cœur de la société de ce 7 décembre 2019. Mon nom complet, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Certains Burundais sont conscients qu'ils paient des impôts et des taxes d'une manière régulière. Dans un entretien avec Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance, il y en a d'autres qui affirment qu'il ne leur est jamais arrivé de payer ni les impôts ni les taxes. Moi, je n'ai jamais payé d'impôts. Personne n'est venu me demander de payer l'impôt. Même chez les voisins, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Moi, je paie les taxes. Au marché, quand je vais acheter des marchandises, je paie des taxes. Les vendeurs aussi paient des taxes. Nous payons également un impôt foncier annuel. Est-ce qu'il y a des gens qui ne paient pas de taxes? Quand je vends des marchandises au marché, je paie des taxes. Les prix montent chaque jour. Tout ça, c'est l'impôt que nous payons. Prenons l'exemple de cette route Bujumbura-Rutongo. On nous a demandé de payer des taxes pour que cette route soit entretenue. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Selon son commissaire général, Audace Niyonzima, l'Office burundais des recettes a déjà collecté 903 milliards de francs burundais depuis le début de l'année jusqu'en novembre dernier. C'est 86% du budget de l'État pour l'année 2019, a déclaré Audace Niyonzima. C'était ce mercredi, alors que le pays célébrait la journée dédiée aux contribuables. Cette journée nationale du contribuable célébrée à Gitega était également marquée par la présence du président Pierre Nkurunziza. Mudatanze amakuru n'amatagisi nta mazi meza tworonka. Mudatanze amakuru n'amatagisi nta muyagankuba tworonka. Mudatanze amakuru n'amatagisi. Sans impôts et taxes, nous ne pouvons pas avoir de l'électricité, nous ne pouvons pas obtenir des routes goudronnées, nous ne pouvons pas non plus construire des aéroports, vous ne pouvez pas avoir des médicaments. Si vous ne payez pas de taxes, nous ne pouvons pas avoir les véhicules, les vélos, les motocyclettes et les armes pour les forces de l'ordre. Les dettes contractées par le gouvernement sont également remboursées par les impôts et les taxes du contribuable. Quand vous achetez un article au marché ou dans la boutique, vous vous acquittez indirectement de la taxe sur la valeur ajoutée, variant entre 10 et 18% selon la loi du 28 juillet 2013 sur la TVA. La consommation des boissons est également soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt selon la loi budgétaire du 30 juin 2019. Selon la même loi,
vous payez automatiquement une taxe de 100 000 francs burundais lorsque vous achetez un passeport ordinaire et vous payez 50 000 de taxes quand vous achetez un permis de conduire national. Il y a également un prélèvement automatique d'une taxe de 52 francs burundais pour une minute d'appel téléphonique sur le territoire burundais. Est-ce que ces impôts et taxes sont convenablement utilisés par le gouvernement au Burundi? C'est la question que Parfait Mudasigana de la radio Inzamba a posée à l'expert indépendant en économie, Faustin Ndikoumane. Les rapports qui doivent sortir pour que les gens puissent être au courant de la gestion du budget, de l'argent du contribuable. Là, c'est un défi. Il y a aussi un défi lié au contrôle de l'exécution budgétaire par les institutions, en l'occurrence la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État, pour justement essayer de punir tout ce qui gère mal l'argent du contribuable, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite, tout cela crée des frustrations quand les contribuables voient que la gestion de la chose publique n'est pas transparente, il y a des frustrations qui sont créées. Troisièmement, c'est au niveau de la justice fiscale. La justice fiscale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'équité de la justice au niveau des gens qui doivent payer l'impôt. Et on se lamente qu'il y ait des doubles taxations chez certains. On se lamente qu'il y ait des exonérations accordées à certains secteurs, à certains individus de façon indue. Et on se lamente que des gens s'adonnent à l'évasion fiscale dans l'impunité. Les gens utilisent le trafic d'influence, utilisent leur position dans la vie du pays pour ne pas payer suffisamment de l'impôt. Il faut qu'il y ait cette volonté de rendre l'impôt utile au niveau des services réels qu'il rend. Donc le citoyen parvient à avoir l'effet direct de paiement de l'impôt pour qu'il se sente associé, pour qu'il se sente impliqué dans la gestion, dans le suivi et dans le rapportage budgétaire. Et voilà, c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société qui vous était présenté par Émile Niwasumba. Au revoir. Voilà, c'est ce qui a fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au prochain rendez-vous.